Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Coup sur coup, Apple vient de perdre deux de ses cadres les plus importants. John Gianandrea, qui supervisait les technologies d'intelligence artificielle, va prendre sa retraite, et Alan Dye, le responsable du design logiciel et du Liquid Glass donc, va rejoindre Meta. Ces départs sont-ils des mauvaises nouvelles ou au contraire une chance pour l'avenir ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de la crise sur la mémoire vive, des moyens de lutter contre les appels indésirables sur iPhone et de FaceTime qui est bloqué en Russie. Nous sommes le samedi 6 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est la saison des rétrospectives. En plus du replay d'Apple Music, du Wrapped de Spotify et des bilans de tous les autres services, vous aurez bientôt droit au traditionnel coup de cœur et coup de gueule de l'équipe de Mac Génération. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, oui ça va bien, mais je tenais à vous partager une importante nouvelle, c'est ma dernière dans Sortie de veille. J'ai accepté un poste de senior vice-président machin chose chez Apple. Ils ont absolument plus personne. Moi j'aurais dit écoutez, j'aurais fait un petit mail si vous cherchez quelqu'un. En plus j'ai un plan pour économiser $1 milliard par an. L'argument a fait mouche auprès de Tim Cook, donc je commence dès la semaine prochaine. Donc voilà. Ah bah félicitations. T'as pas une petite place pour moi en tant que ouais, si tu veux. En tant que SVP iPad mini ou un truc comme ça, non ? Ouais, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on reste 6 mois, puis après, on fait comme tout le monde, on va chez Meta. Mais chez Oui. Meta, on y va pour foutre le bazar une fois pour toutes et pour régler le problème. Ah, Ça va sinon ? ça va bien, ouais. Je parlais des coups de cœur et des coups de gueule. Qu'est-ce que tu as retenu cette année en coup de cœur ? C'est assez light pour ma part cette année, une fois n'est pas coutume. Je sens que c'était une année peut-être un peu plus ric-rac au niveau finances personnelles. Mais bon, non, alors, on va dire le coup de cœur, mais en fait, c'est un rêve qui s'est enfin matérialisé depuis, je sais pas, ça fait 10 ans ou 15 ans que j'attendais ça. C'est que j'ai enfin un robot aspirateur de la marque Switchbot. Donc déjà, je suis très content parce il passe aspirateur et c'est déjà une chose de moins à faire. Mais en plus, il lave le sol. Et ça, c'est formidable. Alors, j'ai 2 petits bacs. Donc, un bac où tu mets le liquide pour nettoyer avec un peu de détergent. Et après, il y a dans l'autre bac, il met les eaux usées. Je regrette presque de ne pas avoir pris un modèle qui se branche directement à la tuyauterie pour ne rien avoir à faire. Mais c'est pratique. Et c'est toujours marrant d'appeler ton assistant personnel préféré pour lui dire « Allez, passe un coup d'aspirateur ». Ouais, c'est vrai que c'est amusant de voir les robots aspirateurs se balader tout seuls dans la maison, éviter les obstacles. Mais je regrette de ne pas avoir pu mettre dans ma liste le nouvel Apple TV que je rêve d'acheter, mais qui se refuse de sortir. Et toi ? Moi, au niveau matériel, c'est les AirPods Pro 3. Ouais. J'ai adoré J'aurais pu le mettre. Ouais, les deux, les AirPods Pro 2. Et en fait, c'est un coup de cœur parce que je pensais pas qu'ils allaient réussir à me faire... Enfin, que les AirPods Pro 3 allaient surpasser à ce point-là les deux. Parce que les deux, c'est vraiment un produit que j'adore, que j'ai acheté pas plus tard que l'année dernière d'ailleurs. Et donc, du coup, je voulais un peu privilégier les deux en quelque sorte. Et puis, non, les AirPods Pro 3 ont réussi à me convaincre qu'ils étaient meilleurs en beaucoup de points. Donc, c'est ça. Et puis du point de vue application-service, c'est Apple Music qui... Non, qu'est-ce qui se passe ? Si. Alors, je reste abonné à Spotify, mais dès que je peux, je prends un abonnement à Apple Music parce qu'il y a des choses que j'adore sur Apple Music qui ne sont pas sur Spotify. C'est l'audio spatial. J'aime bien ça. Alors, c'est pas disponible pour tous les morceaux, donc ça, c'est un peu dommage, mais compréhensible. Mais non, cette année, ce que j'adore sur Apple Music, c'est que à la maison, dans la famille, on aime bien les karaokés. Et là, il y a encore des améliorations au niveau du karaoké. Et comme à la maison, on écoute pas mal de choses japonaises, et là, je peux enfin chanter le japonais parce qu'il y a des prononciations qui sont écrites dans l'alphabet français. Et donc ça, c'est une grande avancée pour les soirées à la maison. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement Apple Music cette année. Non, mais clairement, Apple Music, c'est un service qui mériterait un peu mieux par rapport au succès commercial qu'il connaît. Spotify est très bien également, mais c'est l'un des services d'Apple qui vraiment sort du lot. On va passer au sujet principal de la semaine. C'est le départ de 2 dirigeants d'Apple très importants.
Alors, ça fait plusieurs mois, même quelques années, hein, que les départs s'enchaînent, notamment parce que Meta et OpenAI débauchent à tour de bras. Le mois dernier, par exemple, Meta a recruté Abidour Choudhury, le designer industriel qui avait présenté l'iPhone Air lors du dernier keynote. Mais alors là, on est carrément un cran au-dessus, puisque Mark Zuckerberg a engagé Alan Dye, le responsable du design logiciel d'Apple. C'est lui qui a piloté la conception du Liquid Glass dernièrement. Et quelques jours avant ce transfert, Apple a annoncé que John Gianandrea allait prendre sa retraite. Alors Gianandrea, c'est le boss de l'intelligence artificielle à Cupertino. On lui doit donc Apple Intelligence notamment. Donc les raisons de ces deux départs ne sont pas identiques, mais elles concernent deux personnes à des postes vraiment clés. Alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Apple ou au contraire faut sabrer le champagne, Christophe? En tout cas, Apple a inauguré un nouveau concept cette semaine. Tu sais, il y avait des fois des semaines d'annonces où chaque jour on recevait on recevait un nouveau communiqué de presse qui annonçait un nouveau produit. Ouais. Et cette année, on recevait chaque jour un communiqué de presse, mais c'était pour annoncer de nouveaux départs. Ils auraient pu faire un keynote, hein, un keynote départ. Oui, c'est ça. Ils ont dû le faire en interne. Écoute, au vu des difficultés que rencontre Apple dans l'intelligence artificielle, moi je trouve que le départ de Gianandrea, il est un petit peu tardif. Alors oui, il part à la retraite, oui. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'a pas de problème de fin de mois. Alors par contre, pour Dye, j'ai quand même été surpris par les réactions en interne chez Apple. Je disais quelqu'un dans les réactions qui disait ça fait 20 ans que je suis l'actualité Apple et j'ai jamais vu autant de gens se féliciter de quelqu'un qui part d'Apple. Et vraiment, quand on a pu lire les témoignages en interne, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des chocolats en guise de remerciement à Mark Zuckerberg. Alors, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, et après on rentrera un petit peu sur ces départs spécifiques, hein, par rapport à tout ce qui se passe chez Apple. En fait, il y a deux événements. Alors, on l'a déjà dit, hein, c'est tout sauf une nouvelle. C'est le papy boom chez Apple, donc il y a beaucoup de retraites, il y a beaucoup de cadres qui ont atteint l'âge de la retraite, et il y a un renouvellement qui est quand même très 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 important. Et enfin, moi, mon petit doigt me laisse à penser que quelque part, ce renouvellement, c'est peut-être la dernière mission de Tim Cook, hein, c'est de mettre en place une équipe qui puisse assurer quelque part sa succession et de faciliter le travail à son successeur. Et donc il y a un deuxième point aussi, c'est que la stabilité des effectifs chez Apple n'est plus ce qu'elle était. Il y a une époque, tu faisais quasiment carrière chez Apple où tu restais 10 ans, 20 ans, 30 ans quand tu étais dans des domaines clés, que ce soit le développement logiciel, l'équipe du design ou ce genre de trucs. Là, il y a une mobilité qui est beaucoup plus importante. Alors justement, on va peut-être parler du cas Alan Dye. Il paraît qu'il y a eu quand même pas mal de départs ces dernières années parce que beaucoup n'étaient pas satisfaits de la direction prise par Apple et qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient entre guillemets qui faisait la patte Apple qui était en train de disparaître, le sens du détail, tout genre de, tous les petits trucs qui font la magie d'Apple. De toute façon, après le départ de Johnny Ive, beaucoup aussi ont rejoint Johnny Ive. Aussi, en plus. Voilà. Et donc, alors, c'est pas le moment de faire le procès du liquide glace, c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est vrai qu'on peut reconnaître que ces dernières années, Apple a perdu en cohérence, en souci du détail. Je sais pas, il y a un nombre de fois quand on voit une interface, on se dit « Ah, ce truc, c'est sympa sur iPhone, c'est vraiment bien ». Puis après, tu vas sur iPad, tu dis « Oh, c'est pas mal ». Et puis après, tu vois le résultat sur Mac, tu dis « Ah ouais, non, mais là, c'est fait à l'arrache ». Donc, écoute, son départ a l'air de satisfaire tout le monde, donc on verra bien ce que donne la suite, mais voilà. Donc, surtout que son remplaçant, a l'air d'être plutôt de la vieille école. Donc bon, après, c'est le genre de choses qu'on verra d'ici quelques mois, mais voilà, ça sera intéressant à suivre. Alors, pour l'intelligence artificielle et le départ de Gianandrea, moi je pense que c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense qu'il avait... parce que quand il est arrivé, mine de rien, tout était à faire, ou presque. Hein. Je ne sais pas qu'Apple ne s'intéressait pas à l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est quand même un champ particulier, vraiment avec deux axes, hein, ce qui est la recherche fondamentale, on ne peut pas s'en priver, et après, les situations pratiques de l'intelligence artificielle dans les logiciels.
Jen Drey avait très bien compris que, enfin, et ces deux, enfin, l'un n'allait pas sans l'autre. Alors, tout ceci aurait très bien pu fonctionner, mais je pense qu'il a eu deux problèmes. C'est que, il n'a pas eu assez de temps, parce que quand il est arrivé, je crois que c'était en 2019, et ben, depuis, entre-temps, il y a eu une intelligence artificielle générative qui a explosé. Et il y a ceux qui avaient misé sur l'intelligence artificielle générative et qui, tout d'un coup, ont eu l'impression de faire la course en tête. Et ceux qui ne l'ont pas fait, là, on parle d'Apple, mais c'est par exemple aussi le cas de Meta, dont on parle fréquemment lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Et Meta, bah, dans ce champ-là très précis, est plutôt en retard. Et puis, il y a un autre point aussi qui permet, entre guillemets, de l'excuser un petit peu, c'est que Apple ne lui a pas donné assez de moyens. Et l'IA, bah, c'est avant tout un problème de moyens. Enfin, on a quand même on a lu à plusieurs reprises que Apple ne voulait pas commander suffisamment de cartes Nvidia pour avoir des fermes et des centres de calcul. Et puis là, on le voit maintenant, hein, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partent de chez Apple parce qu'ils ne sont pas assez payés par rapport à ce qu'ils peuvent toucher chez Meta. Donc, oui, on va plutôt se féliciter de ces deux départs, mais et on verra ce que feront leurs successeurs. Pour Gianandrea, enfin, ce qui est intéressant, c'est que Gianandrea, donc venait de Google, le remplaçant est un ancien de Google. Dai, on a fait du recrutement interne dans le même département, avec un profil qui est quand même plus adapté que le profil de Dai, qui était quand même plus un profil qui venait de la communication et du marketing. Maintenant, on verra la suite. Moi, enfin, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y ait tant de turnover en si peu de temps. On a beau être Apple, on a beau être la boîte la plus riche du monde, quand il y a comme ça quelques dizaines de personnes qui partent en l'espace de quelques mois, faut espérer que les transitions se fassent dans la meilleure façon possible. En plus de ça, Apple a annoncé jeudi soir le départ de Lisa Jackson, qui occupait une place très importante en charge des initiatives environnementales. Donc ça va faire aussi un autre changement dans ce domaine. Ouais. Et on voit qu'il y a un remodelage et des champs, comment dire, c'est pas que du poste pour poste. Hein. Il y a certaines personnes qui vont avoir plus de pouvoir que leurs prédécesseurs. On sent qu'il y a une sorte de redécoupage. Et c'est pas innocent, il y a certaines choses. Je pense que Tim Cook prépare l'avenir en faisant tout ça. On va maintenant parler d'un phénomène qui s'amplifie de semaine en semaine et qui commence à avoir de grosses répercussions. En raison d'une énorme demande venant des data centers dédiés à l'IA, les fabricants de mémoire vive privilégient désormais la production de mémoire HBM au détriment du reste. Alors résultat, il y a moins de mémoire pour les ordinateurs et les prix s'envolent. Depuis le début de l'année, le prix des barattes de RAM a plus que doublé. Les Raspberry Pi ont vu leur prix augmenter récemment pour cette raison. Et la situation a même poussé Micron à sortir du marché grand public et à mettre fin à la marque Crucial. Pour se concentrer donc sur l'approvisionnement des data centers, est-ce qu'il faut craindre une hausse de prix de la RAM sur les Mac ? Ah, c'est la bonne question. Il y a un truc qui est fou, hein, moi j'ai vu ça, c'est qu'il y a des barrettes de RAM qui coûtent plus cher qu'une PlayStation 5. Ouais. D'ailleurs, on le voit, le prix des consoles a un petit peu augmenté. Alors, est-ce que c'est à cause de ça, la hausse du coût du stockage ? Mais oui, la montée en puissance de l'intelligence artificielle va créer sans doute une inflation, et il faut. Ça ne concerne pas que la RAM, ça concerne vraiment quasiment tous les composants qu'on retrouve dans un ordinateur. Alors, pour répondre à ta question, on ne connaît pas les clauses qui lient Apple et ses partenaires et ses fournisseurs en matière de composants. Est-ce que Apple s'est prémuni contre une hausse de prix sur 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, j'en sais rien. Mais c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, est-ce qu'on va se retrouver comme dans la grande distribution, on va faire un petit peu de la réduction, hein, on va proposer les mêmes choses, mais avec les mêmes produits au même packaging, mais avec moins de choses à l'intérieur. Alors voilà, là, je pense que la crainte, c'est le retour des Mac à 8 Go de RAM. On était tellement contents de ça. Est-ce que c'est la même chose, on s'est retrouvé avec des iPhones avec plus de stockage. Est-ce qu'on va faire un pas en arrière l'année prochaine ? Ça, la question est ouverte. Alors, malgré tout, Apple a quand même un peu plus de levier que la concurrence. Faut pas oublier que c'est quand même le plus gros acheteur de semi-conducteurs au monde. Donc c'est un client même si effectivement là il y a le boom de l'intelligence artificielle, mais
Lorsqu'on est fournisseur d'Apple, on essaie quand même, je pense, de garder de bonnes relations avec. Donc voilà, c'est difficile de répondre à cette question. Sachant que Apple a malgré tout un petit avantage par rapport à ses concurrents également, c'est que Apple n'a jamais autant maîtrisé le logiciel et le matériel. Elle est aussi en train de faire des économies assez importantes en produisant désormais ses propres puces Wi-Fi par exemple. Alors est-ce que tout ça, ça peut permettre de compenser une hausse de la RAM ? Malgré tout, j'en doute parce que enfin, les pourcentages évoqués, c'est pas une augmentation de 5, 10 ou 15%. C'est beaucoup plus fort que Ouais, ça. c'est Quoi. énorme. Ouais. Puis d'un côté, la RAM est déjà si chère chez Apple, alors peut-être qu'il y a une marge, peut-être que Apple peut sacrifier un petit peu sa marge pour empêcher une augmentation, non? On verra. Mais je suis très curieux de voir, parce que ce qui est intéressant, c'est que tout ça arrive alors que Apple, alors, est assez agressif sur le plan tarifaire. C'est toujours bizarre de dire agressif, plan tarifaire et Apple, enfin tout ça dans la même phrase. Mais malgré tout, on a pu acheter pendant le Black Friday des MacBook Air à moins de 800 €. Ouais. Apple travaille sur un nouveau MacBook qui sera encore moins cher, qui doit sortir l'année prochaine. Donc d'ailleurs, ce sera très intéressant de voir sa dotation en RAM. Je pense que ce sera un premier élément de réponse. D'ailleurs, on devra aussi être fixé lorsque les MacBook Pro M5 sortiront en début d'année prochaine. Alors, je pense qu'on va être malgré tout assez rapidement fixé. Ouais. On va passer à un tout autre sujet. Alors, vous allez peut-être recevoir plus d'appels masqués en 2026, mais ce n'est pas forcément un mal. Alors, je m'explique. Pour lutter contre l'usurpation de numéros, l'ARCEP a annoncé une nouvelle mesure. L'usurpation de numéros, c'est quand votre numéro est utilisé à votre place. Ça m'est déjà arrivé une poignée de fois. Un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un disant que je l'avais appelé, alors que ce n'était pas le cas. En fait, la personne que j'avais au bout du fil n'essayait pas de m'arnaquer, elle était vraiment de bonne foi. Et ce qui s'est passé, c'est que mon numéro avait été utilisé à mon insu pour l'appeler. Alors, en théorie, les opérateurs doivent empêcher ça, sauf que leur dispositif ne fonctionne pas pour les appels venant de l'étranger. Et donc, pour éviter les malentendus, l'ARCEP a décidé que les appels depuis l'international qui ne sont pas authentifiés s'afficheront en masqué à partir du 1er janvier. On avait justement publié un guide lié à ce sujet quelques jours avant l'annonce de l'ARCEP. Quels conseils on peut donner pour éviter les appels indésirables sur iPhone ? C'est dommage parce que l'ARCEP réfléchissait entre que ces appels en question, soit ils soient masqués, Ouais. soit ils utilisent le numéro de téléphone 999999. Ça aurait été marrant. Ouais. Bloquer les contacts inconnus, c'est l'arme fatale. Voilà, tu veux vraiment plus avoir de problème. Il y a aussi la nouvelle fonction de filtrage d'iOS 26 qui peut être utilisée, qui est assez pratique. Enfin, d'après les témoignages qu'on en reçoit, c'est plutôt positif. Sinon, comme tu l'as expliqué dans le papier, il y a le cocktail habituel, c'est-à-dire s'inscrire aux listes de Blocktel et installer une application qui bloque les appels indésirables. En fait, c'est souvent une sorte de catalogue de numéros qu'elle bloque. Et d'ailleurs, c'est toujours assez étonnant quand on utilise ce type d'outil, c'est de se rendre compte, c'est d'aller dans le journal d'Apple et d'appel, dire « Ah, dis donc, mais... » Il y a 6-7 appels qui ont été bloqués cette dernière semaine. Enfin, c'est vraiment des outils qui sont très efficaces. Il faut juste prendre le temps de configurer tout cela. Ceci dit, quand on voit cette histoire d'usurpation de numéro, on se dit que les opérateurs ont quand même une marge de progression pour essayer d'améliorer la situation. Et maintenant, je pense que le focus va devoir se porter sur les messages, parce que moi, autant je suis assez peu importuné concernant les appels téléphoniques, autant le spam, que ce soit par SMS, par message ou par WhatsApp, c'est un vrai phénomène. Hein. Je sais pas toi, mais c'est gênant. Les SMS, c'est par vague. Les SMS, là, en ce moment, pas trop, mais c'était plus les appels dernièrement. Et c'est vrai que les applications, comme on peut citer, il y en a une qui s'appelle Sarah Croche, une autre qui s'appelle Silence, qui sont vraiment efficaces. Elles bloquent peut-être pas tout, mais elles bloquent quand même une bonne partie des appels indésirables. Donc voilà, vous pouvez retrouver notre article sur e-génération, ça s'appelle Comment éviter les appels indésirables sur iPhone. C'est pour les membres du Club Hygiène, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné.
Pour finir, c'est assez étonnant la décision d'Orange qui avait une application. Enfin, c'était un moyen de se faire de la publicité. Ouais, bah, elle existe toujours, mais voilà, maintenant c'est la fonction de blocage est devenue payante, c'est juste l'identification. Donc on voit sur l'écran de son iPhone que c'est un appel indésirable, mais voilà, l'appel il passe quand même. Donc c'est effectivement moins efficace qu'avant, mais c'est pour ça qu'une application comme ça raccroche au silence est bien pratique. Ouais. Et on termine le tour de l'actu avec un peu de géopolitique. FaceTime ne fonctionne plus en Russie. Le service d'Apple a été bloqué par les autorités. Le blocage a été confirmé et même revendiqué par l'agence gouvernementale chargée des télécommunications. Alors l'agence justifie cette mesure en affirmant que FaceTime est utilisé pour organiser des attentats dans le pays, mais aucune preuve n'est donnée. En fait, cela fait déjà plusieurs mois que la censure s'accentue à l'égard des services occidentaux. Après des blocages partiels, la Russie a menacé de bannir totalement WhatsApp dernièrement. Et dans le même temps, le pouvoir veut imposer Max, une messagerie nationale qui est soupçonnée de faciliter la surveillance des utilisateurs. Donc, vu le contexte actuel, le blocage de FaceTime n'est pas vraiment surprenant. Ah non, il y a absolument pas grand-chose à dire. Là, c'est évident. Enfin, on va presque pouvoir se servir de ça comme benchmark par rapport à la sécurité des produits en question. C'est presque une bonne chose qu'il bloque quelque part FaceTime. Enfin, c'est malheureux pour les utilisateurs. Surtout en Russie, ceux qui cherchent un petit peu à avoir un petit de vie privée, avoir la confidentialité et garder la confidentialité de leur communication. Mais oui, bah c'est... Parce qu'on peut rappeler que FaceTime est chiffré de bout en bout, ce qui veut dire qu'en théorie, personne ne peut intercepter les appels. Les communications restent vraiment privées entre les deux utilisateurs. Quoi. Et oui, et en tout cas, c'est Enfin, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a de temps en temps, et c'est le cas en Europe, il y a des projets de loi ou des politiques qui émettent l'idée qu'il faudrait changer tout ça, qu'il faudrait une backdoor ou je ne sais trop quoi. Eh ben, je crois qu'il faut plus que jamais rester vigilant et voilà, je crois pas que ce soit une très bonne idée d'affaiblir ces outils-là, la sécurité de ces outils-là. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.